Alors, comme de coutume, j'ai commencé par l'appel nominal pour savoir si on a le quorum, les rangs sont un peu dispersés en cette fin juin 2023. Alors, je suis présent. Nathalie Lecordier. Présent. Françoise Lacaille-Léné. Présent. Olivier Marical. Présent. Jocelyne Brochard. Présent. Christophe Barré me donne pouvoir. Marie Chaillet. Présent. Xavier Auguel. Donne pouvoir à Olivier Marical. Absent excusé. Antoine Ojeda est à une assemblée générale de section, donc il va arriver en retard et en attendant donne son pouvoir à Françoise Lacaille-Léné. Marie-France Fouchard, Isabelle Bergenot, Patrice Renaud, Philippe Joët, Catherine Recher, Jean-Marc Chevalier est absent excusé, Laetitia Hers, Jean-Luc Delceau, Fatima Bouchama donne pouvoir à Philippe Joët. Céline Secaille, qui est à la même assemblée générale, va arriver avec un peu de retard et donne pouvoir à Marie Chaillet. Quentin Bousse est excusé également et donne pouvoir à Patrice Renaud. Thomas Delaunay, Annick Bonneau, Monique Dubec, Jean-Christophe Châtelain donne pouvoir à Annick Bonneau. Gilles Thomas, Aude Eragne, Baptiste Boulan donne pouvoir à Gilles Thomas, Pascal Guillouet et Véronique Michaud. Voilà, malgré les quelques absences, nous pouvons délibérer sans problème pour notre conseil municipal. Alors, comme à chaque fois, nous devons désigner un secrétaire de séance, je me tourne vers Thomas, si on est bien d'accord. Thomas Delaunay. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, merci pour le choix de notre secrétaire de séance. Vous avez reçu normalement aussi le PV de la dernière séance précédente, qui avait lieu le 23 mars dernier. Vous l'avez reçu par mail, normalement. Est-ce que cela appelle de votre part des questions, des commentaires ou remarques? Annick Bonneau, oui. Alors, il faut prendre le micro. Je vous avais demandé de me communiquer un document sur le compte de gestion et je ne l'ai pas reçu. Bon, je ne l'ai pas redemandé, mais oui. J'aurais bien aimé. C'était les données des communes de la même strate. Donc, merci. Bon, voilà, c'est un oubli de notre part. Donc, on va effectivement relancer les services pour que vous obteniez les données, effectivement, de ces communes de même strate. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Pas particulièrement, donc je vais mettre aux voix. Qui est contre donc, la rédaction de ce procès-verbal? Qui s'abstient? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Je remercie à nouveau les services qui sont derrière moi, ici, et bien sûr le secrétaire qui suit les votes. Alors, vous avez reçu un certain nombre de décisions qui ont été prises dans le cadre de ma délégation du Conseil. Je crois qu'il y en a 44 au total qui ont été prises. Il y en a beaucoup qui concernent aussi les concessions. Mais est-ce que cela appelle de votre part des questions ou des remarques? Audrey Eragne, oui. Merci. Oui, alors il ne s'agit pas d'une question, mais plutôt d'une intervention. Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de décisions du maire. Alors c'est vrai que c'est par délégation du conseil municipal, mais on peut peut-être regretter que certaines de ces décisions ne concernent pas de petits achats, mais bien des décisions d'importance pour la commune et ne soient pas plutôt en délibération, ce qui finalement rend peut-être donne peut-être un sentiment de manque de transparence et n'est peut-être pas un très bon signal pour la démocratie. C'est en tout cas ce qui peut ressortir de cette grande quantité de décisions. Merci. Merci. Bon, ça n'appelle pas forcément beaucoup de réponses. Simplement, la transparence, elle est là, puisque vous avez effectivement reçu l'ensemble de ces décisions. Alors, évidemment, pas en amont, mais plutôt ex post, si j'ose dire. Donc, mais la transparence, c'est pas un manque de transparence pour le coup. C'est peut-être, vous pouvez estimer qu'effectivement, démocratiquement, on pourrait passer peut-être plus de choses en délibération. Pour donner au maire l'autorisation de signer un certain nombre de choses.
Après, ça joue évidemment avec les seuils, surtout. Dans toutes les communes de France, il y a effectivement cette délégation au maire. Après, ça joue souvent sur les seuils, en fonction des marchés publics ou autres. D'abord, il y a des obligations. Mais voilà, c'est vrai que vous pourriez souhaiter que les seuils soient un peu baissés quand il y a un acte d'achat dans la commune publique. Mais on estime que cela permet surtout la gestion courante. C'est important quand même entre deux conseils municipaux, ou alors il faudrait faire des conseils municipaux tous les mois ou tous les 2 mois, mais c'est un travail important et fastidieux de l'ensemble des services, notamment les services des assemblées. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce service qui a un travail énorme en amont et en aval des conseils municipaux. Donc ça permet surtout une plus grande fluidité dans la gestion courante et toute la transparence est forcément faite au moment de... D'ailleurs, vous très régulièrement, vous revenez sur certaines décisions, ce qui permet malgré tout d'en débattre ici et me permet de justifier les raisons pour lesquelles, même si c'est dans le cadre d'une décision, je dois rendre des comptes au conseil municipal, et ce que je fais en vous transmettant l'ensemble de ces décisions. Voilà, Annick Bonneau, oui. Je me bats avec ma tablette, je sais pas. Aude, elle a réussi. Plus douée que moi. Juste la décision 56, domaine et patrimoine, convention d'occupation des terrains sportifs. J'ai trouvé la rédaction de cette décision très détaillée. Et il y a tous les éléments pour pouvoir faire une comptabilité analytique et puis éventuellement arriver à remettre sur l'utilisation de ces terrains tous les postes de charge qui permettraient d'alimenter après un petit peu les informations sur le coût de l'utilisation de ces terrains par les différentes sections. Autre chose, la 63, attribution de marché approvisionnement en pain et viennoiserie. Je me suis permis de regarder aussi le document. C'est A et M. A et M. Oui. Vous n'avez pas noté le changement d'intitulé de l'entreprise Le Vilain. Elle a changé de statut. Elle est passée en SARL à structure coopérative, qui est quand même relativement exceptionnelle dans ce domaine. Et maintenant, elle s'appelle A&M Bakri. OK. Donc elle a changé de statut. Elle a modifié ses statuts, elle a modifié son intitulé et elle est devenue société coopérative. Bon, c'est quelque chose que l'on peut remarquer, c'est-à-dire que ces salariés maintenant sont directement attachés à la gestion de l'entreprise. Pour un petit jeune qui est dans le domaine de la boulangerie, c'est assez exceptionnel et ça mérite d'être souligné. Tout à fait, ouais. Donc on est bien là dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, dans le domaine des coopératives ou une coopérative. Donc c'est effectivement à saluer. Bon, ça fait partie de ses valeurs, pour ceux qui le connaissent bien aussi. C'est cette volonté de partager le profit d'une certaine manière et considérer que l'ensemble de ces ex-salariés peuvent prendre part justement au développement de la structure. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vrai que nous sommes d'abord heureux que ce soit un local qui puisse avoir remporté cette partie de la restauration scolaire et en même temps ce lot. Et en même temps, effectivement, dans une démarche, je dirais, intéressante de l'économie sociale et solidaire qui représente en France entre 12 et 15% de l'économie traditionnelle. Donc c'est quelque chose qui demande évidemment à être développé. Voilà, merci aussi sur cette décision qui effectivement nous permet de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est le coût aussi d'un sportif. Donc voilà, c'est une convention qui a été rédigée, je crois, avec effectivement le plus grand sérieux. Voilà, s'il n'y a pas de... Oui, Monique Dubec. Bonsoir. Et je voulais venir parce que je ne sais pas où le placer. Donc je me dis, c'est l'occasion. Parce que dans les décisions, vous avez pris enfance, éducation et jeunesse, des stages d'été. Donc il y a un stage court-métrage, danse africaine, tennis, théâtre. Donc ça, c'est super. Il n'y a pas de stage activité nautique. Donc voilà, donc j'en profite
parce que nous vous avions adressé donc un mail le 30 mai sur le projet de piscine intercommunale Isnoville, Bois-Guillaume et Biorel. Ce mail vous avait été envoyé ainsi qu'au conseil municipal et aussi aux conseils municipaux de Bois-Guillaume et d'Isnoville. Alors, en fait, nous vous demandions effectivement une réunion d'échange entre les 3 communes pour faire avancer ce projet. Sans réponse de votre part à ce courrier, nous vous avons de nouveau contacté, cette fois le 14 juin, pour connaître les avancées de ce projet. Alors, nous précisons qu'en tant qu'élus et pleinement intéressés par la réussite de ce projet de réouverture de la piscine, nous aimerions pouvoir y participer. Vous vous étiez engagé sur une conférence de presse en juin. Je pense que là, c'est râpé. Pouvez-vous nous apporter des précisions justement sur ce calendrier des opérations, la conférence de presse, réunion publique, consultation ou référendum? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et enfin, le conseil municipal pourrait-il être informé avant la presse de ces différentes avancées? Voilà. Bien, on est justement en conseil municipal, donc c'est l'occasion de vous donner un certain nombre d'informations. D'abord, effectivement, le premier point, c'est qu'avant de pousser plus loin, il était nécessaire, surtout si on veut parler de fiscalisation du syndicat intercommunal, d'avoir un certain nombre d'études financières ou fiscales pour ne pas partir à l'aventure et de pouvoir apporter suffisamment de réponses à un questionnement tout à fait légitime pour ce projet donc, de rénovation de la piscine. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que je ne peux parler qu'en mon nom, mais pas forcément au nom du maire de Bois-Guillaume et d'Isnoville, même si on veut travailler en commun sur un projet commun. Et bien évidemment, on doit coordonner l'ensemble de nos communications pour continuer à avancer. Le troisième point que je veux vous citer aussi, c'est que ça n'est pas nous qui allons nous occuper d'un éventuel, si tout se passe bien, projet de rénovation de la piscine. C'est le syndicat intercommunal qui va prendre en main ce projet. Alors peut-être évidemment qu'on aura à ouvrir la concertation pour avancer sur ce projet de rénovation. Mais en tout cas, on ne sera sûrement pas, à mon sens, sur un projet d'extension, de développement de l'équipement nautique, etc. On sera plus sur un projet très technique d'amélioration de la performance énergétique, de pouvoir repartir sur l'accessibilité, sur peut-être c'est même sûr, des nouveaux vestiaires qui seraient évidemment plus confortables et plus accessibles qu'aujourd'hui. Donc on n'est pas là sur une feuille blanche avec un équipement qui n'existerait pas et qu'il faudrait penser dans son projet, dans son organisation, dans ses usages, etc. On est plutôt là sur un projet de rénovation profonde, notamment en termes énergétiques. Et là, pour le coup, la concertation est moins facile, je dirais, de ce point de vue-là. C'est après, peut-être, pour faire fonctionner ce type d'équipement qu'on aura l'occasion, de toute façon, de concerter. Alors, on a maintenant, je crois, assez bien en tête la vision de ce qu'on veut faire, la méthode qu'on veut utiliser. Et donc, il y aura une conférence de presse le 5 juillet prochain, au matin, avec l'ensemble des médias qui sont conviés aujourd'hui ou demain, je crois, par l'intermédiaire donc du service com de Bois-Guillaume, pour les convier donc à cette conférence de presse pour décliner justement la méthode surtout qu'on veut utiliser. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que le syndicat intercommunal rentre dans une démarche de fiscalisation, notamment du déficit d'exploitation. Il y aura évidemment, il faut discerner les travaux, 5 millions, 6 millions d'euros, enfin, il faudra évidemment préciser tout cela, qui évidemment sera amorti dans le temps avec un emprunt,
Alors à quelle échéance, quel taux, tout ça est évidemment à déterminer. Et là, on est sur la partie investissement, travaux réalisés, donc encore une fois par le syndicat intercommunal de piscine. Il faudra intégrer Isnoville, si Isnoville, évidemment, fait partie prenante de ce projet. Donc il y a un peu de travail à faire dans ce domaine-là. Et puis enfin, il y a la partie fonctionnement. Donc voilà. Alors on aura évidemment peut-être à débattre politiquement si on maintient une délégation de service public ou si on gère en régie. Bon, je crois que la réponse ira assez vite sur une délégation de service public, mais il faudra bien quand même qu'on en parle un peu. Et puis ensuite, il fallait évaluer aussi le déficit structurel, qui bouge forcément en fonction du coût énergétique, le coût de l'eau, le coût du chauffage et de l'électricité. Alors on a cette chance aussi d'avoir le réseau de chaleur qui passe à côté, à proximité. Donc on va pouvoir aussi là profiter du réseau de chaleur collectif pour pouvoir faire diminuer aussi ces charges de chauffage qui seront évidemment importantes pour maintenir l'eau à une certaine température. Donc on a besoin donc d'évaluer tout cela et puis de regarder comment cela évolue. On était au départ, il y a encore 1 ou 2 ans, à 500 000 euros de déficit d'exploitation annuel. Aujourd'hui, on est plutôt à 650 000 euros à peu près de déficit annuel, comprenant évidemment le remboursement des emprunts aussi, qui font partie aussi du déficit structurel. C'est pas que l'eau et l'électricité ou le chauffage, mais c'est évidemment l'ensemble qu'il faut évaluer. Donc, actuellement, on en est là. Et évidemment, pour pouvoir fiscaliser ce syndicat intercommunal, eh bien, il faut poser la question aux habitants. Ce que nous ferons avant la fin de l'année, pour les solliciter sur leur feuille d'impôt. Et donc, de devoir effectivement créer une taxe piscine pour subvenir justement, pour équilibrer donc, ce déficit d'exploitation. Donc nous aurons évidemment à mener d'abord en amont de la consultation des réunions publiques pour expliquer comment les choses pourraient s'articuler et puis combien chacun va devoir apporter dans sa taxe foncière. Donc ça c'est un point. Et enfin on aura à organiser donc, cette consultation dans les 3 communes. Donc voilà comment les choses vont s'articuler. Donc conférence de presse le 5 juillet. Alors on a dépassé un peu le mois de juin, mais on n'est quand même pas très loin. Pour pouvoir ensuite organiser une campagne, entre guillemets, qui aura lieu donc de septembre à fin octobre à peu près. Et début novembre, on devrait normalement rentrer dans une démarche donc, de consultation. Et puis après, mais je ne peux pas préjuger de l'avenir. Et en fonction eh bien, du résultat sur les 3 communes, ben, nous aurons évidemment à en tenir compte, en tirer les enseignements. Voilà, Monique, ce que je pouvais vous dire sur le dossier pour le moment. Oui. C'est pas très éloigné de... Voilà. Donc l'organisation d'un référendum, c'est toute une autre mécanique, évidemment. Donc non, c'est une simple consultation, mais après, les 3 conseils municipaux auront quand même à se déterminer. Voilà sur les décisions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Pas particulièrement. Donc je vais passer donc aux délibérations cette fois-ci. Et il nous faut, c'est dans l'ordre du jour, donc désigner un référent déontologue des élus. Effectivement, tout élu local peut consulter un référent déontologue qui est choisi par le conseil municipal et qui est chargé de tout conseil qui sont utiles justement au respect du principe de déontologie consacré donc à la charte de l'élu local. Nous avons tous eu notre charte en début de mandature et il nous faut évidemment la respecter dans la meilleure déontologie possible. Donc le centre de gestion de Seine-Maritime, vous savez, puis l'association départementale des maires, propose de recenser les référents déontologues des élus et d'organiser leur saisine afin de garantir justement un processus aussi confidentiel vis-à-vis d'eux. Donc cette délibération porte sur
sur l'autorisation que vous me donnez à faciliter la saisine confidentielle des référents déontologues et de désigner pour la durée restant à couvrir le mandat, donc les référents déontologues, des élus dont la liste est annexée à la présente délibération. Voilà, avez-vous des questions ou des remarques sur ce point éthique? Oui, monsieur Thomas. Oui, alors, disons que je vais faire une petite digression, parce qu'on est encore en début de conseil municipal, et puis qu'on aborde le rôle des élus, leurs limites, la limite de leurs tâches par le biais de cette charte. Donc je voulais faire un petit rappel, à savoir que les conseillers ont l'ordre du jour une semaine avant le conseil. Les conseillers d'opposition découvrent la partie de l'ordre du jour qui n'a pas été discutée en commission, donc une semaine avant, ce qui est parfois problématique pour ce qui est technique, mais bon, c'est la loi, hein. C'est une constatation, c'est pas une critique. Donc je voulais juste dire qu'on n'avait pas la maîtrise des convocations et de l'ordre du jour. Ce soir, donc a priori, notre groupe Biorel Ambition Citoyenne va voter favorablement aux 12 délibérations. Donc je vous l'annonce a priori donc. Comme quoi on n'est pas une opposition systématique. Comme quoi, c'est bien de faire... On n'a jamais dit d'ailleurs que vous étiez une opposition systématique. Si, c'était écrit même dans une tribune. Mais bon, ça remonte. Parce qu'on était, ça remonte en colère après vous. Alors. Ça remonte au début. Donc, l'ordre du jour est ainsi. Beaucoup de délibérations techniques, on a commencé d'ailleurs, ou qui ne posent pas de problème politique de notre point de vue en tout cas. Alors, on a remarqué, suite à la diffusion de l'ordre du jour, il y a quand même des habitants qui regardent ça sur le site, sur l'affichage ou sur le blog des uns et des autres. Les sujets un peu plus polémiques ou disons moins consensuels sont absents ce soir. On a aussi commencé à en parler. On les retrouvera de toute façon plus tard, bien sûr. Donc l'étonnement d'un certain nombre d'habitants, par exemple, qui se demandent pourquoi la vente de la parcelle du presbytère n'est pas à l'ordre du jour, alors que le choix du promoteur vient d'être fait il y a quelques jours. Alors je voulais juste vous demander, en faisant un peu le relais, est-ce que cette absence c'est une purge en fait des recours devant le tribunal administratif, ou est-ce que la délibération n'est pas prête? Enfin, est-ce qu'il y a une raison pour le délai? Est-ce que vous avez un calendrier sur cette vente? Alors, pour répondre d'abord sur les délais, notamment, une petite anecdote. C'est moi qui présente la raison pour laquelle on ne vote pas souvent le budget de la métropole. C'est un document qui fait à peu près 530 pages, à peu près. Bon, la métropole laisse le même délai, 5 jours, pour les élus métropolitains de découvrir les documents. Donc c'est vrai que je passe un petit moment à regarder ces 530 pages. Alors je ne les prends pas toutes, hein. Je prends au moins la synthèse. Voilà, c'est aussi de bonne guerre que de ne pas donner non plus toutes les informations 15 jours, 3 semaines à l'avance, parce que d'abord ça peut être modifié. Et ça obligerait aussi au service d'accélérer encore la rédaction technique des délibérations, et vous le savez bien aussi, les délibérations sont attaquables au tribunal administratif. Bon, puisque... Non, mais je vous dis, la raison aussi pour laquelle, des fois, on a peu de délai entre le moment où... Alors, on respecte les délais réglementaires, on n'avait pas contesté ça, d'ailleurs, hein, mais il est parfois difficile quand même de le faire d'une manière anticipée. C'est le premier point. Le deuxième, c'est, vous l'avez dit aussi, je crois, hein, mais vous avez aussi le passage dans certaines commissions, en tout cas, des documents qui vous sont ouverts. D'ailleurs, souvent, on met avis de la commission dans un certain nombre de délibérations, notamment, alors les plus techniques peut-être, hein, celle de Jocelyne ou celle d'Olivier, où on va retrouver aussi les avis des commissions. Et donc, vous avez eu l'occasion à ce moment-là de pouvoir aussi intervenir et avoir un certain nombre d'informations. Alors, c'est vrai que ce soir, il n'y a pas de délibération très polémique ou très politique aussi, hein, parce qu'on fait aussi de la politique municipale. Donc certes, ce soir, c'est un conseil municipal un peu de transition. Hein, c'est pour ça qu'on n'en fait pas si souvent. Enfin voilà, est-ce qu'il faudrait en faire un tous les mois si c'est pour sortir des délibérations plus techniques? Bon, c'est un choix. Hein. C'est pas le nôtre en tout cas. Alors simplement pour préciser, parce que
je comprends parfois que nos citoyens, nos administrés aient du mal aussi, puisque nous-mêmes, c'est pas toujours simple, connaissent peu les rouages de l'administration. Mais c'est pas parce qu'on a choisi un promoteur que vous aviez la délibération dès aujourd'hui. On n'avait pas choisi il y a encore quelques temps, puisque c'est vraiment le dernier jour quand le jury s'est réuni pour faire ce choix. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, administratif, juridique, pour parvenir à une délibération où vous aurez à m'autoriser à signer une promesse de vente, par exemple. On n'en est pas là encore, puisque les choses ne sont pas encore tout à fait calées, même s'il y a un choix de promoteur. C'est un jury qui s'est réuni, mais après, évidemment, toute la phase administrative, juridique, va passer ici au conseil municipal. Vous ne pourrez rien faire sans que vous ne m'aurez pas donné l'autorisation de signer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a rien de signé avec le promoteur choisi. Donc, il y a forcément des passages, des étapes administratives indispensables, mais qui se préparent avant de pouvoir vous déterminer, vous positionner sur ça. Voilà, donc je mets aux voix qui est contre cette désignation des référents déontologues. Annick, vous êtes contre ? Non, je ne suis pas contre, ce n'est pas le problème du tout. Je voudrais savoir de quand date cette notion de référent déontologue des élus. On a entendu tout un tas de problèmes, effectivement, que les élus ont. Je parle de Saint-Brévin, etc. Est-ce que c'est justement pour pouvoir les accompagner dans les démarches aussi qu'ils peuvent avoir avec les citoyens ou, parce que oui. ça me paraît être... juste au moment de la même période, quoi, si vous voulez. Non, en fait, ça apparaît dans la loi 3, qu'on appelle la loi 3DS, en fait. C'est différenciation, décentralisation, déconcentration. C'est dans ce cadre-là, où cette loi, en 2022, il y avait un certain nombre de prérogatives qu'on retrouve dans cette loi, et y compris donc celles qui concernent plus particulièrement la déontologie. Voilà. Mais vous le retrouverez dans cette loi dite 3DS. C'est dans cette loi que vous retrouverez l'ensemble des dispositions. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je salue donc Antoine qui est arrivé. Et puis... Ah, voilà. Merci. Donc, vous reprenez votre pouvoir, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous avez ensuite le tableau des effectifs en délibération. On modifie en permanence les chaises pour que les agents puissent s'y asseoir, donc c'est-à-dire les histoires de grades sur l'ensemble des postes. Donc, voilà, je ne vais pas le relire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce tableau ? Pas particulièrement. Bon, c'est des modifications qu'on fait à chaque conseil. Certains attendent la fin de l'année pour le faire. Nous, on le fait au fil de l'eau. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Alors, vous savez, quand on ne trouve pas particulièrement un fonctionnaire titulaire de son poste dans un domaine particulier, eh bien, on recherche un emploi d'agent contractuel. Donc là, c'est ce qui vous est proposé dans la délibération suivante. Effectivement, on a besoin d'emploi permanent de chargé d'événementiel. C'est un jeune homme qui va arriver donc sur ce poste début juillet, qui donc va être recruté contractuellement ici, si vous en êtes d'accord, pour une durée d'abord d'1 an, qui sera renouvelable ensuite par reconduction express. Peut-être après, il pourra passer le concours pour éventuellement passer dans la fonction publique ou peut-être aussi regarder comment les choses évoluent à la suite de cette année. On fera le bilan aussi. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques sur son parcours? Alors, c'est un jeune, donc il n'a pas encore une grande expérience, mais il a surtout une grande motivation. Puis il a une qualité, c'est qu'il est biorelais aussi, donc c'est pas mal aussi. Et voilà, alors, il a un master, ouais, dans le domaine de la communication. Et puis, comme on n'a pas
service culturel et communication important, il fallait aussi qu'on trouve quelqu'un qui fasse bien l'amalgame avec Raphaël Bénard qui est en place déjà. Donc voilà, on pense que un garçon et une fille là, vont faire un beau couple pour réussir à nous proposer de belles choses. Voilà, avez-vous d'autres questions ou pas? Alors, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Alors ensuite, c'est un regroupement de commandes, en fait, qui est proposé avec la métropole de Rouen et un certain nombre de ses communes pour l'achat de fondants dans le cadre de la viabilité hivernale. Bon, voilà, ça coûte cher, ce genre de produit, n'est-ce pas, Jocelyne? Voilà, du sel, en fait. Oui. Donc ça permet comme ça, sur les routes, malgré le réchauffement climatique, il peut y avoir encore des jours glacés, enneigés. Donc ça permet voilà, de faire des achats groupés qui nous coûteraient moins cher. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Non. Donc qui est contre, qui s'abstient? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. On passe ensuite à la délibération 5, qui porte là cette fois-ci sur quelque chose d'important dans le cadre de notre politique municipale. Je sais que vous nous y avez encouragé, que vous trouviez qu'on était un peu lent sur la question, mais ça y est, on est lancé, si j'ose dire. Donc il s'agit des travaux de rénovation énergétique de l'école Claudie Aignoret, aujourd'hui, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici, et également de la partie centre de loisirs du plateau des Provinces. Donc on a passé un marché de maîtrise d'œuvre qui a été conclu avec le cabinet OCEAD pour nous accompagner évidemment dans ce projet, parce que c'est très technique de comprendre et de suivre ce projet de rénovation profonde de cette école, de ce bâtiment. Alors, dans le cadre de l'avant-projet qui a été rendu par le maître d'œuvre, l'estimation des travaux est bien supérieure d'ailleurs à 400 000 €, parce que chaque fois on essaie d'en rajouter un peu plus pour être plus vertueux encore, comme les panneaux photovoltaïques par exemple, qu'on n'avait pas forcément intégré au départ, mais qu'on a intégré ensuite. Donc ça nous oblige, puisqu'il y a des histoires de seuil, de prendre une procédure adaptée qui doit être mise en œuvre conformément donc au code de la commande publique. Donc, par cette délibération, je vous demande de m'autoriser à lancer cette consultation pour une procédure adaptée, donc pour ces travaux de rénovation importants. Moi ou bien sûr l'adjoint en charge des finances. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Annick, non? Si? Alors, je ne sais pas si Jocelyne a des idées sur le délai. Alors, en même temps, on demande un maximum de subventions. On va essayer de monter à 70% à peu près de subventions. Donc, c'est intéressant. Mais évidemment, il faut préparer les dossiers bien en amont. Donc, et puis maintenant, voilà, il faut rentrer dans une démarche de commande publique. Donc ça va être un petit peu plus long que si on avait saupoudré, comme on avait l'habitude de faire. Mais là, on veut vraiment structurer les achats. Donc, alors, je ne sais pas si tu as... On me donne quelques dates. Voilà, le prévisionnel, c'est de commencer les travaux en novembre 2023, à peu près. Si on est bien cadencé, et on en aura jusqu'à septembre 2024. À la rentrée 2024, on pourra estimer que, je l'espère, l'école sera à nouveau totalement fonctionnelle. C'est bien ça? Alors. Pour répondre à ta question, Aude, les vacances scolaires, on ne peut pas faire ça que sur les vacances scolaires. Ce sont des travaux qui sont beaucoup trop lourds. Donc, il faudra que les travaux se fassent sur une durée beaucoup plus longue. Mais après, les entreprises savent travailler aussi en tenant compte des contraintes scolaires. Annick, oui. Est-ce que vous avez une garantie sur le prix des prestations et sur les matières d'œuvre? On sait qu'à l'heure actuelle, ça devient très scabreux. De faire des prévisions dans ce sens-là. C'est difficile, oui, etc. Mais c'est difficile de prévoir, d'abord parce qu'on ne sait pas dans 6 mois comment seront également une forme de spéculation des matières premières. Moi, ce que je constate quand même, étant président de la CAO de la métropole, c'est que
globalement, les entreprises, quand même, tentent de rester dans des hausses raisonnables. Donc ça se stabilise plutôt en ce moment. Ils ont peut-être rogné un peu sur leur marge pour récupérer des marchés. Donc on constate pas une inflation sur les marchés publics. Je parle pas des fluides ou les factures de la métropole ont largement augmenté, mais je parle de la commande publique, de ceux qui répondent à des marchés de la métropole, et il n'y a pas une hausse significative, je dirais, des marchés sur ce point. Voilà. Olivier Marican, non? Non. Oui. Je voulais vous rappeler qu'un contrat, généralement, incorporait une clause de révision de prix. En plus. Sous certains critères, mais c'est dans tous les contrats publics, il y a une clause de révision de prix. Alors, il y avait plutôt une hausse, par exemple, sur la voirie, les entreprises qui travaillent pour la voirie de la métropole. Et là, en ce moment, il y a plutôt des révisions de prix à la baisse. Alors, bon, c'est quelques milliers d'euros, hein, c'est pas grand-chose à l'échelle de la métropole, mais on sent bien quand même qu'il y a des révisions de prix liées au contrat, hein, évidemment, qu'ils ont signé avec la métropole. Donc, voilà, on est plutôt là, à l'heure actuelle, je l'espère en tout cas, hein, sur une stabilité des prix par rapport à ceux qui ont augmenté de manière importante ces derniers temps. Alors, je mets aux voix cette délibération pour que vous m'autorisiez à lancer le marché. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Alors, ensuite, c'est Xavier Auguel qui devait présenter cette délibération, mais c'est moi qui vais le faire. Donc, vous le savez qu'on a un multi-accueil des petits loups qui est doté d'un règlement de fonctionnement, comme dans toutes les crèches, hein, et qui doit évoluer aussi en fonction des modifications réglementaires ou législatives, et en fonction aussi des objectifs qui nous sont fixés au niveau national de la CAF, puisque nous avons quand même un grand nombre de subventions qui nous permettent donc à la fois de faire de jolis projets, enfin il y a quand même des subventions, et nous devons d'adapter, évidemment, de faire évoluer le règlement de fonctionnement en fonction d'une lettre cadre. Et donc il s'agit là d'adopter le règlement de fonctionnement de la crèche, si vous en êtes d'accord. Avez-vous des questions ou remarques? Pas particulièrement. Monique Dubec, oui. Une remarque parce que, mais comme les deux sont liés, enfin, il y a cette première délibération avec le règlement que l'on propose et puis une deuxième délibération. Mais j'ai pas vu la différence dans le tableau des critères pris en compte. Parce que vous parliez de 40 points attribués pour un enfant biorélé, enfin la famille évidemment, et je ne vois pas où ça a été modifié. Et je pense que le tableau qu'on nous présente déjà dans la première délibération, c'est le bon en fait. Oui, oui. Hein, c'est ça. C'est ça. Oui, d'accord. Ok. Mais alors du coup, les biorélés n'ont pas priorité. Oui. Alors, on va y venir sur la deuxième, la délibération suivante, mais on ne fait qu'appliquer finalement la loi. Donc, même si, évidemment, on préférerait, si on crée des places de crèche, c'est quand même un peu bizarre, que les contribuables biorélais n'en profitent pas en priorité. Bon, voilà. Alors, je pense quand même qu'après, on regarde aussi quand même, on instruit les dossiers, et que... malgré tout, on a un certain nombre de critères, pas pour détourner, mais enfin, je veux dire, qui nous permet quand même de choisir, pas en priorité pour le coup, mais les familles de biorel. Alors, après, à l'heure actuelle, on n'a pas de liste d'attente. Ça peut permettre, oui, c'est assez, et oui, c'est possible, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'urbanisation de la commune. On voit bien quand même qu'on n'a pas forcément de famille avec des jeunes enfants. Voilà, ça va sûrement arriver avec ce qui se construit en face du domaine du chapitre, hein, puisqu'on a là des loyers plus modérés. Donc on espère dans cette centaine de logements qu'il puisse y avoir des familles. Ça a été l'objectif aussi, de permettre cette urbanisation. Alors on va voir, peut-être que pour le coup, on aura quelques familles qui auront besoin de la crèche, mais à l'heure actuelle, alors il n'y a pas de place vide encore, heureusement, mais en tout cas, il n'y a plus vraiment de liste d'attente. Il y aura peut-être au début de la rentrée, parce que parfois c'est là que les gens bougent pendant l'été, mais en tout cas, voilà, on a la capacité pleine de notre crèche. Et ça nous permettra, après tout, puisqu'il n'y a pas de priorité, de prendre une autre famille qui viendrait d'ailleurs. Alors, sur le règlement de fonctionnement, d'abord, est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez?
donc adoptée à l'unanimité. Puis effectivement, la suivante, elle concerne la commission d'attribution des places, alors, qu'on a créée il y a peu de temps d'ailleurs. Vous vous souvenez, moi je faisais plutôt confiance à la directrice de la crèche. On n'a jamais eu vraiment de soucis, on avait nos propres critères. Bon. Et donc Xavier Huguel avait souhaité, vous vous souvenez, de mettre en place une commission d'attribution des places de crèche, ce qu'on avait donc fait, mais pour le coup, il nous faut l'adapter, puisque ce critère de priorité doit être retiré de la pondération. Voilà, avez-vous des questions? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Alors après, c'est Marie Chaillet qui va rapporter la suivante dans le cadre justement du 3 Pub Festival. Oui, bon, alors c'est le festival qui a lieu, je vous rappelle, bientôt, le 30 juin. Vendredi. C'est la mise en œuvre d'une convention de parrainage entre la ville de Billorel et le tissu institutionnel économique local dans le cadre de cette 2e édition. Afin de contribuer au succès du 3e festival, d'accroître sa visibilité et de soutenir financièrement l'événement, la ville souhaite solliciter sous forme de parrainage les institutions et les entreprises locales. Dans ce cadre, plusieurs niveaux de soutien ont été détaillés dans la note de synthèse que vous avez reçue. Alors effectivement, on a aussi ciblé des entreprises qui travaillent pour la commune, parce que voilà, d'abord elles en priorité, parce que je trouve qu'on les fait travailler, elles peuvent un peu nous rendre quelque chose. Donc je vous propose d'approuver le dispositif relatif au parrainage entre la ville de Billorel et les parrains, qui sera mis en œuvre par une convention que vous avez reçue en annexe à la présente délibération. Au regard du rapport qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Si vous avez des questions, des observations particulières. Oui, j'en ai une, moi. Peux-tu nous dire, grosso modo, où on en est dans les recettes de sponsors? La recette de sponsor, nous en sommes à 4 500 €. Voilà, sur un budget de... Sur un budget de 20 000 €. Donc, voilà, on a quand même... C'est pas mal. Et on en a un qui nous a lâché, mais je pense que je le récupère pour l'année prochaine. Je ne vais pas le lâcher. Donc, pour vous donner les noms, en fait, nous avons EFI ou F1I. FEI, je ne l'ai jamais dans le même ordre, dans le bon ordre. Le promoteur. Nous avons Toshiba. Nous avons la société ID Verde qui s'occupe de nos espaces verts. Et puis la région qui nous aide aussi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce festival? On espère qu'il fera beau d'abord et puis que ça amènera beaucoup de monde comme l'année dernière. L'avantage, on a un site quand même exceptionnel. Il est fermé, sécurisé. Pour les enfants, il n'y a aucun souci. Et puis je crois que pour notre jeunesse aussi, d'avoir un festival ici, ça peut être aussi agréable de ne pas aller trop loin pour voir des choses de qualité en plus. Voilà, comme l'année dernière, il y a la sécurité, la protection civile qui sera là. Nous avons une société de sécurité qui est là aussi. Nous avons la police municipale qui est là. Nous aurons la police nationale qui passera. Voilà, donc au niveau sécurité, on est bien. Je remercie déjà d'avance les bénévoles, les élus bénévoles qui se sont proposés, parce qu'on a besoin d'eux pour la sécurité, pour accueillir les artistes, les publics et tout. Donc voilà, je pense que ça va être une belle fête. Voilà. Il y a des food trucks sur place, oui, merci. Des food trucks sur place. Pour à manger. Les glaciers. Nous avons de la bière, parce qu'il faut de la bière dans un festival. Donc voilà. À boire avec modération, bien sûr. Non, nous n'avons pas encore de brasseurs chez nous. Il y en a beaucoup en Normandie, en tout cas, aujourd'hui. Et les artistes sont normands, parce qu'on tient à ce que ce soit des gens de la région. Et puis tous les food trucks, la bière aussi, de la région aussi. Donc voilà. Très bien. Alors, voulez-vous approuver cette convention, de m'autoriser à la signer en fonction donc des sponsors et évidemment d'autoriser le versement de la recette dans le budget? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, merci. Alors ensuite on passe à l'adoption d'une nouvelle comptabilité. Donc nous avions
la M14, c'est ça, et puis on passe à M57. Bon, il ne faut pas me demander pourquoi. Il n'y a pas de logique de 14 à 57, mais en tout cas, on va le voir avec Olivier Marical qui va rapporter. Ça va être beaucoup de travail pour notre service financier pour basculer donc, dans cette nouvelle comptabilité publique. Et ça nous apportera, je l'espère, en tout cas, une amélioration, y compris sur la partie analytique. Je te laisse la parole, Olivier. Oui, aujourd'hui, il s'agit simplement de délibérer pour enclencher les démarches de la mise en place de la M57. Faut savoir, la M57, en principe, c'est le compte unique administratif, et c'est une extension des comptes. Des comptes comptables. Donc voilà, c'est juste pour délibérer, pour enclencher. Par exemple, lors du prochain conseil municipal, nous espérons avoir, de la part de la trésorerie, une explication bien détaillée de ce qui nous attend. Bon, mais il faut savoir que n'importe comment, le compte unique ne sera pas pour fin 2024, ça sera pour 2025. Ça a déjà été prorogé d'1 an. Donc, c'est la fusion du compte de gestion et du compte de gestion administratif. Voilà, c'est les deux, il n'y en aura plus qu'un. Donc, pour l'instant, ça devait être mis en place au 31 décembre 2024. Et l'administration, par prudence, ils ont eu des expériences qui ont montré apparemment que ça coinçait un peu. Donc, le reporte au 31 décembre 2025 pour beaucoup de communes. Voilà. La métropole y est déjà, la région aussi, mais ce sont des grosses structures. Et nous, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir une année de plus pour souffler. Voilà. Bon, avez-vous des questions ou des observations ? Si j'ai bien compris au moment de la commission finance, en fin de compte, cette rénovation de la comptabilité publique va s'approcher de la comptabilité générale, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de différence entre le public et la comptabilité privée, d'après ce que... Oui, absolument. Ça va donc demander effectivement énormément de travail. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel qui va être disponible pour pouvoir le faire dans la commune ? Pour l'instant, il n'y a que Mélissa qui s'occupe des comptes. Est-ce qu'elle il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Bon, ils vont suivre une formation. En principe, ça devrait pouvoir passer. C'est pas un changement fondamental dans la comptabilité. Il y a rien de nouveau. Il va y avoir plus de comptes. Oui, il faudra faire attention, mais à mon avis, le travail se fera plus en aval. C'est surtout au niveau des chefs de service, puisque c'est eux qui donnent les comptes. Et c'est eux qui devront faire attention à ce qu'ils donnent. Par exemple, le service finance aura une mission de contrôle beaucoup plus importante. Donc il n'est pas la possibilité de compléter un petit peu le personnel. Enfin, on en avait parlé. Pourquoi ne pas essayer de trouver un contrat d'apprentissage, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou une alternance, un alternant en moitié ici et en formation, ça serait quand même très intéressant. Oui, on a du mal pour le moment à évaluer la charge de travail, mais il est certain que si, comme on l'a fait d'ailleurs pour le portail famille, par exemple, c'est pas forcément un bon exemple, mais qui demandait quand même beaucoup de saisie, etc. Donc on avait une personne qui a pu le faire un peu. Donc là, de la même manière, on s'adaptera. S'il faut se tourner vers le centre de gestion pour nous trouver une personne compétente pendant quelques mois, ça peut être aussi une possibilité. Donc on va s'adapter. On a confiance en Mélissa. Elle nous dira si elle est complètement enfouie et que ça sera trop compliqué, ou si, au contraire, elle est en capacité, évidemment, en lui permettant de le faire, bien de suivre, de faire basculer sans trop de soucis. Donc on va s'adapter, on va être pragmatique, et en fonction de ça, on va pas crier avant d'avoir eu mal. C'est bon, Olivier, sur cette délibération. Donc, il s'agit là d'adopter donc le changement de nomenclature, si vous en êtes d'accord, et de m'autoriser évidemment à signer l'ensemble des pièces inhérentes à cette délibération. Êtes-vous contre ? Qui s'abstient ? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Alors ensuite, une garantie d'emprunt Logéo, et Olivier Marical nous la rapporte. Alors, il s'agit, je le précise, d'un accord de principe. Ce n'est pas une garantie. C'est le bailleur Logéo Promotion a acquis en VFA
14 logements de type plus, PLAI et PLS, situés rue de la Petite Bouvrie à Billorel. C'est à la place de l'ancien bâtiment de l'EDF. Voilà, bon, donc comme d'habitude, exactement, on garantit l'emprunt à hauteur de 50%. Les 50% restants sont garantis par le département. Alors là, c'est juste un accord de principe pour permettre le déblocage des fonds au niveau de la Caisse des dépôts ou de la Banque des territoires. Et après, notre délibération, lorsqu'on aura reçu, quand monsieur le maire aura signé et quand nous aurons reçu le prêt à garantir. Mais là, c'est juste un accord de principe pour ne pas mettre le paiement. Alors, vous avez remarqué, c'est en VFA. Donc, c'est bien le Géopromotion qui achète, qui ne construit pas, mais qui achète à un promoteur privé. Voilà, ces précisions. Avez-vous des questions ? Ah, c'est entièrement du HLM. Enfin, là, sur ces 14-là, oui, c'est uniquement... Sur ces 14-là, c'est uniquement du HLM. Voilà, donc y compris du PLAI. Donc voilà, c'est vrai que moi, je n'ai pas favorable au PLH de la métropole. Je vous l'ai déjà dit, je crois, je ne l'ai pas adopté. Mais ça ne nous empêche pas de nous rapprocher de nos objectifs PLH. Et j'en suis d'ailleurs assez fier. On démontre aussi là que la mixité sociale, on continue à l'encourager à Billorel, certes sur des petits programmes, mais malgré tout, on continue à le faire pour essayer d'avoir certaines familles qui ont moins de revenus justement pour pouvoir habiter à Billorel, parce que c'est compliqué aujourd'hui, du fait de notre attractivité, il faut dire aussi les choses. Bon, ensuite, on n'est pas contraint par la loi, puisqu'on est à 28% de logements sociaux, quand la loi nous demande d'en faire 20%. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, donc notre PLH, on avance dans les objectifs. Et voilà, on sera peut-être une des communes les plus performantes en la matière de la métropole, en matière de PLH. Annick Bonneau, oui. Moi, dans mes souvenirs, c'était une obligation quand on avait une construction de plus de 25 logements. Il devait y en avoir automatiquement un pourcentage qui correspondait à des logements. Non, aucune obligation. Aucune obligation. Il n'y a que les 20. Il y a que le. Sauf si vous êtes à moins de 20% de logements HLM. Là, vous avez une obligation. Au-dessus, on ne peut rien vous dire. On ne peut pas vous obliger. Je pensais qu'il y avait ces deux obligations. Non, et ça, enfin. Oui, non, mais sans faire de morale, mais on voit bien que les investisseurs à l'heure actuelle investissent plus sur les résidences qui se créent à Billorel qu'à Bois-Guillaume à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, à Bois-Guillaume, dans chaque opération, chaque projet immobilier, il y a 40% à minimum de logements sociaux. Donc voilà. Or, à Billorel, les promoteurs ne sont pas contraints par ce quota, ce pourcentage. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les promoteurs viennent plutôt chez nous. Alors, même si ça se construit beaucoup à Bois-Guillaume, mais bon, ça c'est une autre affaire. Il manque à l'heure actuelle, quand même, pour atteindre les 20% de logements sociaux à Bois-Guillaume, pas loin de 800 logements. Parce que comme on en construit aussi du privé, qui génère aussi le besoin, évidemment, d'atteindre les 20%, donc c'est pas loin de 800 logements qu'il faudrait construire sur Bois-Guillaume, qui crée évidemment ensuite des besoins nouveaux, et puis des flux de circulation différents. Mais ça, c'est pas notre problème. On a déjà assez de notre commune à gérer. Alors, je vais mettre aux voix. Si vous donnez un accord de principe sur cette garantie d'emprunt, qui est contre, qui s'abstient, donc elle est adoptée à l'unanimité. C'est une autre garantie d'emprunt. Celle-là, c'est une signature du contrat, celle-là. Ce n'est pas un accord de principe. L'accord de principe, on l'avait signé, on l'avait approuvé le 9 février lors du dernier conseil municipal. Alors là, c'est toujours le Géopromotion qui est toujours en VFA, mais 4 logements PSLA, c'est-à-dire location-acquisition. Alors c'est toujours dans le même, à part ça reste du logement social, mais sauf qu'à terme, c'est pour l'accession à la propriété. Oui, dans les 5 ans, dans les 5 ans qui viennent, ils peuvent prendre l'option d'acquérir le logement. Alors dans le loyer, il y a une part d'acquisition et une part
pas, vous voyez ça. C'est aussi intéressant. Vous connaissez, ça peut être intéressant. Mais on ferait même plus de PSLA si la métropole nous le permettait. Mais comme elle veut nous intégrer à tout prix du PLAI, eh ben, je considère qu'on a notre pourcentage de PLAI. Voilà, donc c'est là-dessus surtout moi que j'achoppe sur parce que c'est de l'idéologie ça, voilà, de ne pas permettre aux communes de réaliser quand même du social avec de l'accession à la propriété, c'est ce qui nous correspond le mieux aujourd'hui. On a 28% de logements sociaux, mais j'ai pas besoin de particulièrement, mais j'ai besoin d'attirer des familles et on ferait plus de PLSA si le PLH n'était pas aussi ingrat pour les communes. Je voulais vous signaler aussi que tous ces logements sont exonérés de taxes foncières. Donc la différence, c'est la superficie. C'est pour le géo, la taxe foncière. Comment ? C'est la différence, c'est la taille des appartements aussi entre le PSLA et puis l'autre. En PSLA, on peut avoir une idée de la superficie ? Peut-être dans l'annexe, non, mais pour celui-là, je crois que je ne l'ai pas. Si vous voulez accueillir des mais familles, ça n'a rien à voir. La taille, ça n'a rien à la voir. taille de l'appartement n'est pas liée. Là, c'est juste le prêt. Par exemple, dans l'autre délibération, là, sur les 14 logements. Oui, c'est quand même des petits appartements, c'était des F2, ça, c'est ça. J'ai fait rectifier. Mettons en PLAI, il y a 5 T2. En PLUA en plus, il y a 5, il y a 2 T2 et 3 T3. Et en PLS, il y a 1 T2 et 3 T3. Voilà, mais ça, c'est sur les 14 logements. Hein. Le PS, là, ça doit être des T3. Hein. Généralement, c'est des T3 à peu près. Hein. Souvent. Non, les T2, c'est pas une famille. C'est pour ça que c'est généralement des T3 en PSLA. Alors, il faut mettre au vote, consentir à loger aux promotions de garantie d'emprunt, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc, nous l'adoptons à l'unanimité. Vous avez eu un petit changement d'ailleurs de stratégie à ce moment-là, puisque la mandature précédente, vous n'étiez pas favorable, je le rappelle. Ben oui, non, mais c'était surprenant, c'est pour ça. On s'en souvient. Alors ensuite, on vous demande d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'école de musique, et c'est Olivier Marécal aussi qui nous présente, puisqu'il y a un impact financier. Oui. Alors, dans le cadre de son activité, l'école de musique rencontre des difficultés budgétaires liées à l'augmentation du point d'indice et à diverses revalorisations obligatoires. Donc, il y a eu une assemblée générale exceptionnelle, extraordinaire, le 9 mai 2023, et l'école de musique entame une réorganisation de sa structure et prend des mesures d'économie à effet immédiat. Donc, si vous vous souvenez, dans le budget, on avait mis la subvention habituelle était de 102 000 euros. Cette année, on avait déjà rajouté 5 000 euros d'exceptionnel parce qu'on connaissait les difficultés. Donc, on était passé à 107 000. Mais là, la situation là s'aggrave quand même de manière assez importante. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe que le commissaire aux comptes de l'association a déclenché une procédure d'alerte et que les mesures données par l'école pour essayer de remédier au problème ont été jugées insuffisantes de la part du commissaire aux comptes. Donc là, nous avons décidé pour... Oui, l'Assemblée générale a approuvé les décisions pour essayer de remédier au problème, mais le commissaire aux comptes, au vu des décisions prises, a trouvé que ces décisions ne suffisaient pas pour rétablir la situation. Si. Alors, si on l'avait. Annick, vous prenez. J'avais cru comprendre qu'on était encore en attente de la réaction du commissaire aux comptes. Il les a jugées insuffisantes. Il a jugé insuffisantes et si on veut être très précis, ça veut dire qu'en même temps qu'il avisait que c'était insuffisant, il a avisé le tribunal d'instance obligatoire. Et maintenant, c'est au juge de décider. La décision est entre les mains du juge, pas entre les mains de l'association ni de nous. C'est le juge qui décidera maintenant. Donc elle est en sursis. Lui tout seul. Hein. C'est lui tout seul.
Nous, pour essayer, c'est-à-dire que pour éteindre le feu, comme on dit, on est un peu les pompiers. Démontrer la bonne volonté, démontrer aussi notre bonne volonté. Nous, on rajoute 4 000, on leur avait dit que s'il y avait quand même encore des problèmes, on rajouterait 4 000 aux 5 000 déjà donnés exceptionnellement. Donc, on va donner 9 000 en plus, en espérant qu'ils puissent passer le cap de l'été, là, parce que là, effectivement, les cotisations et tout ça, ils les ont plus. Mais en septembre, ils pourront peut-être redémarrer, mais peut-être avec des mesures spécifiques. Ça dépend de la décision du tribunal. Je ne sais pas combien de temps va mettre le juge. Là, on n'est pas maître des horloges, là. On n'est pas maître des horloges. Voilà. Pourquoi on leur redonne 4 000 ? En fait, c'est pour assurer le fonctionnement jusqu'à fin juin. Soyons clairs. Pour assurer le fonctionnement, qu'on soit sûr quand même que les élèves de Billorel qui sont à l'école de musique aient une fin d'année normale. Voilà. Voilà, je rappelle simplement que l'école de musique, c'est 98% de masse salariale. Donc, c'est très impactant. Que malgré tout, chaque année, on verse une subvention assez conséquente. Mais que cette année, on a fait cet effort de 9 000 € en plus. Je crois que la commune de Bois-Guillaume a dû apporter aussi 15 000 €. Isnoville a apporté un peu plus, mais en fonction du nombre d'élèves supplémentaires. Donc ça évidemment concourt un peu, mais l'argent public ne peut pas non plus couvrir d'année en année, je dirais, un déficit structurel. Donc ce qui est demandé au conseil d'administration, donc Nathalie Le Cordier et notamment Philippe Jouet également en fait partie, sont très attentifs aussi pour demander à l'équipe dirigeante de réorganiser aussi, de réorganiser l'activité pour permettre de maîtriser, je dirais, leur propre masse salariale aussi. Donc ça signifie évidemment mettre en place une organisation différente qu'ils peuvent estimer dégradée, mais qui est nécessaire pour la pérennité de l'association. Donc s'il n'y a pas de remise en cause, on ne sait pas trop comment on pourrait faire évoluer les choses, parce que les collectivités ne peuvent pas continuer. On l'avait dit pour la piscine, de la même manière. On ne pouvait pas continuer à aller dans un déficit abyssal. Mais de la même manière, cette association, on ne peut pas continuer à l'aider indéfiniment sans qu'il n'y ait de remise en cause aussi de la politique de l'école. Alors, il y a des arguments. L'école associative coûte moins cher que c'était une école municipale, il faut aussi le dire. Si nous avions des professeurs de musique payés par les communes, ça coûterait aussi plus cher. On le voit par rapport à d'autres écoles municipales de communes de la métropole, qui eux aussi tirent la langue d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a quelques années, la métropole avait accepté, il y a 4-5 ans maintenant peut-être, de contribuer aussi aux écoles de musique. Alors on avait le choix après, nous, collectivités, soit d'en garder une partie, puis de verser une autre partie qui venait de la métropole. Nous, on a, les 3 communes, décidé à 100% de reverser la contribution de la métropole. Donc ça aussi, c'est un plus qu'on avait fait, qui leur avait donné une petite bouffée d'air, mais qui aujourd'hui n'est plus suffisante. Et l'asphyxie se fait forcément sur leur budget. Donc on va essayer de les aider au maximum, de les accompagner au plus loin, mais il faut évidemment que l'équipe dirigeante prenne ses responsabilités. Alors je me mets aux voix pour que vous décidiez d'attribuer cette subvention exceptionnelle de 4 000 €. On indique ces crédits dans le budget 2023 et donc de signer forcément les pièces nécessaires pour leur virer ces 4 000 €. Qui est contre? Vous vouliez encore dire quelque chose, Annick, avant que je mette au voix? Moi, dans mes souvenirs lointains, les enfants sont partis déjà depuis un moment, mais on avait l'école de musique qui était partie prenante dans les écoles et qui faisait des chorales, etc. Donc là, c'était aussi une participation de la commune au fonctionnement de l'association. Là, il n'y a plus du tout eu cette notion-là de...
Non, mais ça pouvait permettre éventuellement d'atténuer un petit peu. Hein. Moi, je me rappelle les chorales au gymnase Hébert avec tous les enfants qui chantaient ensemble. C'était quand même du bonheur. Hein. Et là, oui, il y a peut-être un peu moins d'investissement, même s'il y a eu en tout cas des demandes pour qu'ils puissent investir au sein des communes. Alors peut-être un peu plus sur Bois-Guillaume que sur les autres communes, peut-être. Juste vous dire que quand même la décision du CAC concernant la demande au tribunal c'est fait aussi parce que à la fois les démarches qu'ont entamé le conseil d'administration, la présidente en lien avec le directeur et la commission a été de réduire les spectacles sur cette année-là. Donc ça va bien sur une année de réduire les spectacles. Quand on met ses enfants dans une école de musique, les parents, ils attendent au moins à la fin de l'année, bien sûr, de voir des spectacles. Donc bien sûr, ils ne pourront pas faire ça tous les ans. Donc, je pense que, en dehors d'un certain nombre d'éléments qui ont été aussi arrêtés, je pense à l'orchestre, un orchestre harmonique qui sollicitait beaucoup de musiciens de l'extérieur et qui augmentait les financements puisque l'école de musique devait aller chercher des musiciens à l'extérieur, etc. Donc, voilà. Les décisions prises ne permettent pas de se dire que ça va régler la situation. Et en tout cas, les décisions prises là sont des décisions pour éteindre le feu, en quelque sorte, mais qu'elles ne pourront pas être pérennes. Donc, l'objet, en tout cas, moi, je me suis plutôt positionnée pour qu'il y ait une demande de restructuration de cette école, donc avec un accompagnement d'une association. J'ai pensé à France Active, effectivement, qui permettrait d'accompagner. Après, voilà, cette école, elle est là depuis très longtemps, avec des exigences. Je ne suis pas sûre non plus que tous les parents aient les mêmes exigences pour l'apprentissage de la musique. On peut aussi vouloir apprendre la musique pour son plaisir et puis après aller dans un conservatoire si on estime effectivement. Donc après ce sont des réflexions, mais je pense qu'ils vont les avoir ces réflexions parce qu'il va falloir faire évoluer effectivement cette école de musique. Moi, je pense qu'après il n'y a pas de bon modèle. Je pense qu'à un moment donné il y a des modèles qui s'arrêtent d'eux-mêmes parce qu'il y a des difficultés. Enfin, on n'est pas les seuls. Je pense que l'école intercommunale Interco Vexin, voilà, il y a des vraies réflexions aussi de reprise de cette école de musique. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut se poser pour pouvoir réfléchir à trouver un modèle économique qui soit le plus fonctionnel et qui réponde bien sûr à la fois aux 3 communes que nous sommes, parce que nous sommes aussi les financeurs de cette école de musique. Donc voilà, et nous on a envie aussi que nos habitants puissent aussi bénéficier de ce service. La musique, c'est important pour chacun d'entre nous, pour ceux qui la pratiquent, et voilà. Donc on va suivre ça de près, bien évidemment. Merci Nathalie donc, pour ces réflexions et que nous souhaitons accompagner. Alors, qui est contre cette subvention exceptionnelle, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Mais écoutez, effectivement, le conseil municipal est arrivé à son terme. Merci d'y avoir participé activement comme d'habitude. Et je vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'année, puisque nous y arrivons. Et je close ce conseil municipal. Merci.